Bonjour, je me présente Jean-Michel Longo, je suis connu dans la profession pour avoir créé Koala. Je suis un passionné de l'expertise comptable et de tout ce qui tourne autour des technologies de l'expertise comptable. Depuis quelque temps, j'ai créé Gérer mes affaires et j'arrive aujourd'hui devant vous pour vous présenter cet atelier. Bonjour à toutes et à tous, Philippe Masson, expert comptable. J'ai un cabinet de 14 personnes et moi je suis passionné par les nouvelles technologies, par les missions innovantes et par tous les services que l'on peut proposer à nos clients dans les cabinets. Alors interviendront dans cet atelier Jean-Luc Serrand, directeur général de Serre France Brocéliande, Caroline Moreau, expert comptable dans l'heure à la tête d'un cabinet de 3 personnes. Ensuite, nous aurons le directeur général et le DSI de OGEA 12, l'AGC OGEA 12 de Rodez, qui sont donc Pierre Boyer et Didier Pouillès. Ensuite, nous aurons Philippe Ducouré, qui est un avocat en droit des affaires au barreau de Versailles, qui va venir nous apporter un éclairage extérieur. Et nous aurons enfin 2 collaborateurs du cabinet de Philippe, qui sont Sandrine et Frédéric. Je les appelle directement par leur prénom. Nous allons les voir en témoignage tout à l'heure. Alors, le titre de cet atelier, Administrer et valoriser les données de vos clients. Quelques mots sur ce titre, pourquoi nous avons choisi ce titre. Nous sommes à une époque où les cabinets sont, depuis l'origine des temps, très axés sur les documents. Or, nous voulons aller beaucoup plus loin, nous voulons aller à la data, à la donnée. Et je vais faire une image, je vais comparer un document à un véhicule et les datas à des passagers. Les datas aujourd'hui sont donc dans ces véhicules documents et il faut les extirper de ce document, les extraire, pour ensuite aller les placer dans d'autres documents. Voilà ce que fait le cabinet comptable. Donc nous voulons aller beaucoup plus loin parce que on sait aujourd'hui, et c'est dans tous les journaux, que la data est l'or noir du XXIe siècle. Et donc on verra dans cet atelier comment on va arriver à ces datas et comment nous allons pouvoir les mettre dans des bases de données pour pouvoir s'en servir plus tard. Nous allons maintenant voir je voulais faire aussi une autre métaphore, qui est que ces datas sont des soldats, quelque part. Et ces soldats, on les met dans ces véhicules, et ces véhicules, on les agrège en cabinet. On les agrège, tous ces véhicules, on fait des grands parkings, comme tu l'as dit Jean-Michel, on stocke des véhicules, et l'objectif aujourd'hui pour le cabinet, c'est de sortir ces données qui sont en quelque sorte effectivement des soldats, utiles à nos clients et utiles pour nos cabinets, pour fournir des services à nos clients et leur permettre d'être plus efficaces, efficients dans leur activité. Donc on part quelque part en mission. La mission comptable, c'est un terme aussi un peu militaire et guerrier, et donc il faut partir en mission pour extraire ces données au bénéfice du client, pour qu'il ait de la valeur ajoutée et réellement des contenus qui lui permettent d'être performant dans son activité. Voilà, et donc ce que je commençais à vous annoncer un peu tôt, nous allons maintenant voir une vidéo qui va nous présenter le concept de cet atelier. Avant d'entrer dans notre concept, nous voulons faire un très rapide état des lieux. Philippe, 75 ans de production dans ton cabinet, ça représente quoi? Écoute Jean-Michel, 75 ans de production dans le cabinet, ça se traduit par encore beaucoup de production très technique, effectivement comptable, fiscale, juridique, sociale, on le sait bien, ce qui représente à peu près 80% du chiffre d'affaires du cabinet.
le reste étant constitué par les missions de conseil ou le commissariat aux comptes. Et on voit bien que tout ça, il faut maintenant en sortir et créer de nouveaux espaces et de nouveaux horizons pour le cabinet. C'est en tout cas notre volonté et notre souhait au niveau du cabinet. En préparant cet atelier, nous avons dégagé quelques évidences que tout le monde connaît, mais qu'on voudrait quand même vous rappeler. Philippe, tu peux nous les résumer ? Bien, effectivement, si on fait un rapide état des lieux, on se rend compte que nos clients nous considèrent très positivement, mais qu'ils nous reprochent très souvent de ne pas avoir suffisamment de temps à leur consacrer. On est toujours débordé dans nos agendas et malheureusement, les clients se plaignent de ce manque de disponibilité et de réactivité des experts comptables et des cabinets. Généralement, ils nous appellent, ils ont un problème, mais on est très peu dans la sollicitation, l'anticipation ou le côté proactif. On peut dire aussi justement que nous avons une offre beaucoup trop tournée vers le passé, des bilans, des analyses, tout ça qui reflète le passé. Tout à fait, Jean-Michel. Et puis également, on le voit bien depuis maintenant de nombreuses années, un panier moyen d'honoraires dans la profession qui tend à diminuer, compte tenu effectivement de ces missions traditionnelles et comptables et fiscales et les prix qui baissent. Donc on a un réel sujet sur ces thématiques-là. On va passer aussi sur des collaborateurs difficiles à trouver et aussi très difficiles à garder. Alors tout ça contribue à poser quand même des questions sur la valorisation des cabinets dans le futur et sur la valeur ajoutée de ces cabinets et tout en dans un rôle de transition ou de transmission. Donc je pense qu'il y a une réelle inquiétude sur la valeur de nos cabinets d'ici à 10 ans si on ne fait rien et si on laisse les choses perdurer. Alors pour conclure ce rapide état des lieux que nous avons voulu vous dresser, nous avons interrogé Caroline Moreau, donc, qui dirige un petit cabinet dans l'Eure. Et nous allons voir maintenant, nous allons l'écouter et voir ce qu'elle pense de la situation. Plusieurs années qu'on nous dit, demande d'évoluer vers le conseil. C'est une demande des clients, ce qui est vrai. Maintenant, c'est vrai que de faire tout son chiffre d'affaires sur le conseil, c'est un peu, je pense que ça sera un petit peu difficile. Et le conseil, encore une fois, c'est un vrai métier. On ne sait pas tout faire non plus. Il y a des consultants très spécialisés dans le conseil et des choses que nous, on n'a pas l'habitude de faire et des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de répondre. Voilà. Donc le conseil, moi je dis souvent, le conseil aux clients, c'est souvent mon 06. Ils nous appellent, on leur explique comment ça fonctionne. Et alors c'est vrai qu'on le fait gratuitement parce qu'on a la mission comptable à côté. Donc je pense plutôt à développer d'autres offres, et c'est aussi une question, quelles autres offres on sera susceptible d'offrir à nos clients quand on n'aura plus besoin de faire de comptabilité pour eux puisque tout sera automatisé. Et ça va se faire assez rapidement, il me semble. 2023, normalement, tout doit être dématérialisé. À partir du moment où tous les flux seront dématérialisés, je ne vois pas ce qui empêche une comptabilité de se faire toute seule, une TVA de se faire toute seule. Et je pense que c'est ce qu'on a dans les tuyaux. Il faut switcher d'univers, quoi. Et je pense que c'est pas évident pour personne. Voilà. Et encore moins pour un tout petit cabinet où on est un peu seul, quoi. Voilà. Je pense qu'il va falloir vite trouver des solutions vers d'autres services. Alors, nous voyons bien chez Caroline ce besoin, il va falloir trouver autre chose, il va falloir inventer autre chose. Elle insiste assez lourdement dans cette fin de témoignage. Donc, nous allons passer maintenant à une autre partie, les fondamentaux de notre concept. Donc, le premier point de ces fondamentaux sont nos équipes. On l'a dit tout à l'heure, on constate que les cabinets ont toujours du mal et encore beaucoup de mal à trouver des collaborateurs et à les garder, et je dirais des collaborateurs performant, j'insiste. Tu as raison, Jean-Michel. On sait bien que lorsqu'on a un bon capitaine sur un bateau, un bon navire, ça ne suffit pas à faire avancer le bateau, il faut aussi un bon équipage. Et les collaborateurs constituent cet équipage et ils sont indispensables au bon fonctionnement du cabinet. Et on voit bien sûr que notre rôle de manager, en tant qu'expert comptable, dirigeant de cabinet, c'est de leur proposer un projet qui soit attractif, valorisant, qui les mette dans une dynamique, qui leur permette d'être sécurisés quant à leur avenir professionnel dans le contexte technique et technologique qu'on a évoqué ici de robotisation, de mécanisation de la comptabilité. Et on sait bien que la tenue, quelque part, est appelée à disparaître d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas que le prix que les clients paieront pour cette tenue va diminuer de façon considérable. Donc c'est à nous de proposer un avenir, à nos équipes de tenue, de leur proposer un autre chemin, une autre voie et une reconversion.
Oui, pourtant, Philippe, dans ton cabinet, vous êtes encore avec une organisation très tournée sur la production. Alors effectivement, Jean-Michel, comme beaucoup, nous optimisons la production comptable en robotisant, en mécanisant, en collectant les flux, en interfaçant avec des plateformes, avec tous les outils dont dispose désormais la profession, demain avec la facture électronique native. Donc tout ça sont des gains d'efficacité et de productivité, mais il faut se tourner sur une autre organisation, un autre mode de fonctionnement pour créer véritablement de la valeur pour nos clients et pour nos collaborateurs dans un projet qui soit stimulant et entraînant pour l'équipe. Alors, dans le cadre de ces points fondamentaux de notre concept, côté client, il faut le rappeler ici, ça fait du bien de le dire, un cabinet c'est une entreprise et ça a besoin de clients. La question centrale que nous voulons poser, c'est est-ce que le cabinet doit satisfaire le client par rapport à ce qu'il lui demande? Ça c'est le premier choix, c'est ce qu'on a fait pendant des années je crois. Ou deuxième question, est-ce que le cabinet doit être beaucoup plus ambitieux et essayer d'anticiper et de suivre le client par rapport au projet de ce client? Tout à fait, Jean-Michel. Le cabinet est aussi une entreprise et pour qu'elle se porte bien, il faut que ses clients se portent bien. Donc il faut que les clients des cabinets soient en parfaite santé et pour ça, il faut les suivre de façon précise et savoir ce qui se passe réellement chez eux. C'est un vrai enjeu de développement et de pérennité pour le cabinet. Donc on doit aider nos clients à mieux gérer leur business et leur activité pour nous-mêmes mieux nous porter. Alors ça change tout, Philippe. Parce que donc on n'est plus dans un cabinet qui est le scribe, on va dire, de l'histoire comptable passée de l'entreprise. Donc on abandonne cette peau de cabinet de production et on se tourne maintenant vers ce qu'on peut appeler un cabinet d'accompagnement. Donc c'est plus du tout le même type de cabinet. Dans ce cadre-là, écoutons le témoignage de Pierre Boyer et de Didier Pouillès, donc directeur général et DSI de l'AGC OGEA12 à Rodez. Voyons où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion. Les collaborateurs sont devenus des agents de production des administrations. Et pourtant, ce sont la vraie richesse de nos structures et de notre développement. Il est intimement lié à leur capacité d'évolution professionnelle. Nous sommes soucieux de pouvoir leur garantir leur employabilité. Nous devons donc anticiper avec les nouveaux besoins de nos clients. Quant à eux, on préfère anticiper les trajectoires que de constater les défaillances. Oui, et en tant que DSI de la structure, ces coffres-forts de nouvelle génération qui couplent à la fois le travail collaboratif et de nouvelles fonctionnalités à destination de nos entreprises, à savoir le coffre-fort dans le sens outils de signature électronique ou d'affranchissement externalisé, ce sont les véritables outils de demain qui feront la force de notre cabinet. Donc nous avons vu, premièrement, l'état des lieux, deuxièmement, nous avons vu les points fondamentaux. Maintenant, nous voulons rentrer sur les pistes de ce concept. Alors, comme dit Pierre Boyer, je le cite, « Il s'agit d'anticiper les trajectoires et non pas de constater les défaillances. » C'est sa préoccupation. Donc, on voit qu'on se tourne vers l'avenir. Les pistes que nous avons essayé de travailler reflètent des vérités, on va dire, criantes. La solitude du dirigeant. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et deuxièmement, comment s'adapter à chaque client par rapport à ce qu'il vit. Face à ces objectifs, qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Jean-Michel, le cabinet peut avoir deux attitudes schématiquement. La première qui consiste, et qui est traditionnelle, à se préoccuper de la production, du quantitatif, de se dire qu'est-ce que je facture aujourd'hui au client ce mois-ci, sur les heures passées, sur effectivement une notion quantitative qui permet de chiffrer des prestations et des honoraires. Et puis l'autre façon d'envisager les choses, c'est de se tourner plus sur une logique qualitative ou d'accompagnement et d'apporter réellement au client une solution par rapport à ses besoins, ses attentes, et pour éviter notamment qu'il perde pied dans son activité, qu'il se noie ou qu'il puisse avoir des difficultés, d'être vraiment à ses côtés dans cette mission d'accompagnement. Et ça, c'est autour des données qu'on peut y arriver, comme on va le voir. Donc, dans cette mission d'accompagnement, nous allons parler d'un rôle majeur qu'on appelle l'ADN dans notre jargon, soit pour assistante de direction numérique, soit pour administrateur de données numériques.
les deux se rejoignent, tout dépend du marketing cabinet que l'on veut adopter. Ce rôle, qui est un rôle fondamental, tu en penses quoi? Je pense que ce rôle, Jean-Michel, il est effectivement fondamental et essentiel aujourd'hui dans les cabinets. On sait très bien que l'accompagnement, il passe par de l'humain. Il ne pourra pas être totalement robotisé, mécanisé ou digitalisé. La présence de l'humain est d'autant plus forte que toute la production comptable sera tournée sur des outils techniques, numériques ou automatisés. En revanche, la qualité de la relation humaine, l'accompagnement auprès du dirigeant, tout ça, c'est absolument indispensable. Et on le voit bien dans les cabinets aujourd'hui. La plupart des experts comptables ont des missions d'accompagnement privilégiées auprès de certains clients, de suivi, mais ce ne sont que les experts comptables généralement qui sont en mesure de la réaliser. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire basculer les collaborateurs dans cette logique de relation client, d'écoute client, d'accompagnement client, et de dire que ça va être leur rôle principal dans les années à venir pour assurer des nouvelles missions. Il n'y a pas de mystère. Il faut être des professionnels de la relation client, et ça concerne tous les acteurs du cabinet, y compris bien sûr nos collaborateurs actuellement. Alors, par rapport à ce concept qui commence à se dessiner, nous avons jugé qu'il était intéressant d'aller à l'extérieur de la profession comptable, d'aller voir, par exemple, un avocat en droit des affaires, Philippe Ducouret, et nous lui avons posé la question comment il pouvait imaginer ce type de nouvelles prestations autour d'une assistante de données numériques. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce type d'outils, c'est la structure de classement des dossiers, le classement des données dans les dossiers, leur accessibilité facile. Les éditeurs de logiciels nous proposent des solutions intégrées de stockage de données. Le problème est que le stockage de ces données avec les éditeurs professionnels nous rend captifs. Si on change d'éditeur, on est captif des données qui sont chez eux. Il est clair qu'on peut les récupérer, mais on ne sait jamais selon quelle modalité, dans quel délai, sous quel format. Donc, se rendre indépendant de nos éditeurs, qui sont d'autres fournisseurs d'outils, pour moi, c'est également un élément important. L'intérêt que je recherche dans ce type d'outil, c'est la capacité d'utiliser un outil mutualisé, sophistiqué, qu'il est impossible d'avoir, qu'il est très coûteux d'obtenir seul. Et l'accessibilité à ces outils, le fait de pouvoir les proposer à nos clients, nous donne une image forte vis-à-vis de nos concurrents, que sont aujourd'hui les très grands cabinets, qui sont de plus en plus interprofessionnels, pluriprofessionnels, et qui, on le constate depuis des années, descendent en gamme de clients, qui autrefois s'intéressaient à des très gros dossiers auxquels nous n'avions de toute façon pas accès, mais qui aujourd'hui s'adressent à des dossiers de plus en plus petits, à des moyennes entreprises, à des petites entreprises, et qui ont des moyens d'action qui sont loin des nôtres. Donc nous venons d'entendre, Philippe Ducouret nous dit, son premier intérêt par rapport à ce nouveau concept, c'est l'accès aux données. Pour lui, c'est quelque chose d'essentiel, et on comprend bien d'ailleurs, n'importe quelle profession de conseil, pour elle, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir les données pour pouvoir effectivement faire sa mission. Alors, il est clair ici que c'est le rôle parfait de l'ADN. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, on voit bien qu'on ne peut pas faire du conseil dans le vide. On ne peut pas faire de conseil sans avoir des données précises sur l'état de santé du client, sur l'ensemble des éléments concernant son activité, sa situation personnelle, patrimoniale, familiale, bref, tout ce qui peut être source de mission de conseil pour un cabinet. Donc il faut être au cœur des données pour pouvoir réellement avoir un conseil adapté auprès de nos clients et l'accompagner. Pour accompagner correctement un client, on le sait bien, il faut le connaître, il faut être au plus près de ses attentes, de ses besoins, mais de sa situation. Et donc le suivre. Le client, lorsqu'il a besoin de nous, il nous appelle, mais généralement, on n'a pas toujours, nous, les outils, les éléments, les données pour répondre correctement à ses besoins et ses attentes, parce qu'on n'est pas au cœur de ces données. Donc le rôle crucial et primordial de l'ADN dans cette connaissance qui va permettre de pouvoir proposer des missions de conseil et d'accompagnement réellement sur mesure et adaptées aux problématiques du client. Alors, cet ADN, il va bien sûr falloir la vendre. Et là, on est sur la question claire de la commercialisation. Un peu de technique commerciale. Je voudrais vous rappeler quelques principes de base. Un client, quoi qu'il achète, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, il achète avec très précisément 6 motivations. Les professionnels de la technique de communication ont appelé ça le SONCA.
pour dire le cas du client, donc avec 6 lettres. Le S, c'est la sympathie. Je vais dans un restaurant parce qu'il m'est sympathique. Le O, c'est l'orgueil. J'achète une grande marque parce que pour moi, c'est quelque chose de valorisant. Le N, c'est la nouveauté. C'est par exemple très cher à Apple pour vendre son nouveau portable. Ensuite, on a le C qui est le confort, le A qui est l'argent avec 2 thématiques sur l'argent, le côté négatif et le côté positif. Le côté négatif, c'est que je veux faire des économies. Le côté positif, c'est que je veux en gagner. Et enfin, la sécurité. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse un peu dans quel sens nous vendons cette prestation. Alors, tu viens de parler de plusieurs sujets, mais prenons l'appel entrant. Derrière ça, qu'est-ce qui caractérise l'appel entrant, les sous-jacents, ou qu'est-ce qui se cache derrière le client qui appelle le cabinet? Eh bien, l'appel entrant, c'est l'expression même de la sécurité. Je suis client, j'appelle mon expert comptable. Qu'est-ce que je cherche à faire? C'est à résoudre un problème que je ne sais pas résoudre, c'est à m'informer sur quelque chose que je ne connais pas, c'est finalement je cherche à me rassurer. Donc, l'appel entrant, c'est absolument de la sécurité. D'ailleurs, je souligne que depuis très longtemps, le cabinet vend sur la sécurité. Or, le problème de la sécurité, c'est qu'il y a aussi une composante mineure. Je vais faire un exemple et encore une image. Si je veux acheter un extincteur, donc effectivement, je suis dans la sécurité. Mais une fois que j'ai un choix d'extincteur devant moi, eh bien, j'aurais tendance à prendre le moins cher. Alors dans ce cas-là, Jean-Michel, si on a une problématique de prix, comment fait-on pour vendre correctement nos prestations, ses services et se positionner vis-à-vis du client? Eh bien, pour moi, un client va surfer sur 3 types de motivations. 1, le confort. Il nous délègue un travail qu'il ne veut pas faire, ou parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Donc, il trouve chez nous une ressource qui lui est importante, parce qu'au moins, ça lui permet de se dégager du temps. Donc ça, c'est le confort. Deuxièmement, on vient d'en parler, la sécurité. Il vient chercher chez nous la compétence, le diplôme, le savoir-faire, répondre à des questions qu'il ne sait pas traiter lui-même. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, qu'on néglige très souvent au cabinet, c'est l'argent. En gros, je vais dire que le client, il a un côté rapace. On est tous des humains, on est tous des chefs d'entreprise, enfin, pas tous des chefs d'entreprise, mais beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent aujourd'hui. Et finalement, ce qui est intéressant pour nous, on est toujours à l'affût de ce qu'on appelle un bon coup, une belle économie, une belle optimisation. Et donc, c'est sur ce côté rapace qu'on va pouvoir, in fine, orienter notre action commerciale. Alors c'est très bien, Jean-Michel, mais en pratique, on fait comment dans les cabinets pour se positionner et quelle démarche adopter et comment on passe en mode action? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose. Les cabinets ont vraiment tort d'être trop souvent sur la défensive. Par rapport à leurs clients, ils essaient de s'expliquer, ou plutôt de s'excuser quelquefois, à travers le nombre d'heures qu'ils passent sur une mission. Or, le nombre d'heures, le client, quelque part, il s'en fout, parce que lui, ce qu'il cherche, c'est un coût global, le nombre d'heures, peu importe. Donc, pour revenir et pour être très synthétique, il ne s'agit pas ici de faire un cours de technique commerciale, je pense qu'il va y avoir 3 moyens. Soit je vais vendre de la sécurité, et à ce moment-là, je vais faire comme les compagnies d'assurance, je vais prendre un risque, et je vais avoir un client en face de moi, et je vais juger son appétence au risque, et en gros son coefficient de crainte et de peur, et je vais lui vendre un prix par rapport à ça. Donc je vais vendre au forfait. Si par contre, je vends du confort, je vais plutôt vendre du temps, parce que là, ça va être une quantité de temps qu'il va m'acheter. En prenant soin d'une précaution, c'est qu'il faut que le temps que je lui vende, ce soit quelque chose qui n'est pas en interne ou qui n'est pas en interne moins cher que ce que je lui vends. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis enfin, il y a le côté rapace. Et le côté rapace, j'aime bien ce terme-là, parce que là, on va lui permettre de faire un bon coup. Et donc là, il va plutôt falloir essayer de s'orienter vers un pourcentage par rapport au gain, un intéressement par rapport au gain qu'on va permettre de faire aux clients. Alors je sais bien que dans la profession, c'est quelque chose qui n'est pas franchement encore toléré, que c'est toléré chez les avocats, mais pas encore chez les experts comptables, mais je pense qu'il peut y avoir un certain nombre de moyens d'y arriver. Très bien, Jean-Michel. Pour ma part, moi, j'ai tout à fait compris l'intérêt de ces différentes catégorisations et on a mis en place des assistants numériques pour pouvoir effectivement proposer à nos clients ce type de prestations et d'accompagnement. Alors, on en est bien sûr au début, mais l'avenir semble très prometteur
Et en tout cas, c'est un axe qu'il faut, je pense, travailler dans les cabinets aujourd'hui. Alors, à ce sujet, puisqu'on parle des assistants de direction numérique qui sont au cabinet Boulud, écoutons Sandrine Privat et Frédéric Pluquet-Rodriguez, qui sont donc les deux collaborateurs chez Philippe à Vienne et qui s'occupent de toute cette partie-là. Je suis de formation hôtelière et pourtant je suis en cabinet comptable en train de prendre en main le rôle d'administrateur des données de nos clients. La logique est d'apporter progressivement à nos clients qui sont souvent très seuls un vrai service d'assistance administrative dans l'exercice de leur métier. Je suis convaincue que ce métier est pour moi très porteur d'avenir. Mon premier rôle est d'incarner le front office du cabinet par rapport aux clients. Je ne suis pas un technicien comptable, je suis un facilitateur essentiellement numérique. Mon job est de libérer du temps aux équipes de production pour tout ce qui est collecte, livraison et rapports divers avec le client. Le jeu pour moi est de faire apprécier au client ma disponibilité afin que de plus en plus il passe par moi. Alors, allons un peu plus loin par rapport à ce que viennent de nous dire Sandrine et Frédéric sur la tactique commerciale. Le concept que nous vous proposons se déroule finalement en 3 volets. Le premier volet, nous partons d'une motivation de sécurité. Donc, nous allons faire la distribution de la paye. La distribution de la paye par voie sécurisée est aujourd'hui obligatoire, à la fois par le RGPD et par la loi El Khomri, enfin surtout par le RGPD. Deuxièmement, lorsque, après avoir livré la paye, nous allons aller sur d'autres types de livraisons sur le même coffre, nous allons aller sur un principe de confort. Nous allons ouvrir du confort à notre client. Et enfin, une fois qu'on sera arrivé à ce stade-là, on va déployer une autre logique qui va être d'aller chercher le côté rapace du client pour pouvoir aller l'accompagner sur des affaires. On va l'aider à gérer ses affaires. Donc, par exemple, un prud'homme qui se passe mal, la négociation d'un contrat, un projet, un nouveau tarif, etc. Écoute Jean-Michel, je suis très sensible à ton discours puisque mon cabinet ayant été victime d'un incendie il y a quelque temps, j'ai très bien compris la notion de sécurité et de besoin de sécurité chez les clients, notamment par rapport à leurs données qui étaient stockées au niveau du cabinet, des différents documents, et puis même pour moi, pour toutes les données du cabinet et la nécessité de pouvoir les retrouver de façon sereine compte tenu de l'enjeu et de l'importance. Donc c'est sur ce cas concret que j'ai été plus particulièrement sensibilisé pour déployer ce travail autour des données, leur sécurisation et également leur accès facilité. Alors allons-y maintenant, rentrons dans le concret. L'étape 1, la distribution de la paye. L'occasion est extraordinaire. Pour la première fois, si j'ose dire, dans l'histoire, le cabinet est appelé à intervenir dans le système d'information, pour prendre un grand mot, de son client et de son salarié, en allant déposer un bulletin de paye de l'autre côté de son système à lui, chez le client. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute Jean-Michel, c'est vraiment une occasion rêvée, il faut que chacun en ait bien conscience, de prendre pied véritablement dans l'organisation des clients, de les aider à mieux gérer cette organisation, puisqu'on a des facteurs de vente qui sont assez déterminants. Le fait de pouvoir assurer une livraison sécurisée des bulletins de paye, conforme, comme tu l'as dit, au RGPD et à la législation, est un élément essentiel pour le client. D'autre part, on a des livraisons qui sont sécurisées, horodatées, tracées, fiables, ce qui n'est pas le cas d'une pièce jointe à un mail, encore une fois. Et donc, on a beaucoup d'éléments et d'arguments qui permettent de mettre en place cette distribution des bulletins de paye directement dans le coffre-fort des clients pour leur plus grand bénéfice et aussi pour ceux des salariés, bien évidemment. Alors, pour rentrer plus loin dans ce concept, nous avons été amenés à construire un outil, une plateforme sécurisée. Et un des premiers principes que nous avons retenus, ça va être de dire il faut un coffre-fort par personne juridique, un coffre-fort par personne physique ou un coffre-fort par personne morale. Nous verrons plus loin que ce mécanisme est extrêmement important pour l'avenir. Donc, nous avons des coffres-forts. À l'écran, vous avez 3 strates, le coffre-fort du cabinet, le coffre-fort de l'employeur, le coffre-fort du salarié. Et nous avons des mouvements entre les coffres-forts qui sont des mouvements ici de documents. On pourra parler aussi plus tard des mouvements de données, mais là, on parle de mouvements de documents. Et ces documents, par exemple un bulletin de paye, il va partir du cabinet, il va avoir une copie
qui va être faite dans le coffre-fort de l'employeur et il va avoir une autre copie qui va se faire dans le coffre-fort du salarié. Chacun est maître de son périmètre. Donc, par exemple, pour ce bulletin de paye, chacun va gérer sa péremption. 5 ans pour le cabinet, 5 ans pour l'entreprise et 50 ans pour le salarié. Le vrai intérêt du dispositif, c'est que chacun est devant ses responsabilités et définit très clairement ses droits et ses devoirs. Tu l'as dit Jean-Michel, l'entreprise cliente du cabinet, le cabinet lui-même et ensuite les salariés dans la gestion de ces bulletins de salaire. Et ça change tout dans la relation avec nos clients. Ils se réapproprient véritablement leurs données, ils en sont maîtres et le cabinet a vraiment une mission à valeur ajoutée dans cette transition numérique et dans l'aide auprès des clients pour se conformer aux réglementations et au sujet RGPD. On sait bien que la propriété des données, c'est aujourd'hui essentiel. Les gens y sont de plus en plus attachés et c'est un sujet qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Alors, je dis tout de suite aux spectateurs que s'ils ont des questions, on y répondra tout à fait volontiers à la fin. Nous allons poursuivre dans notre exposé sur notre concept et nous allons venir parler plus particulièrement de ce coffre-fort entreprise, de ce coffre-fort employeur. Philippe, dis-moi ce que tu en penses. Jean-Michel, le coffre-fort employeur ou le coffre-fort client, c'est quelque chose d'indispensable et de fondamental. Il faut bien comprendre que c'est l'outil central qui permet d'architecturer et d'articuler la relation du cabinet avec son client. En effet, c'est un outil de faire valoir pour le cabinet qui va permettre de mettre en avant une image à la fois dynamique et positive, de permettre aux clients de basculer dans cette transition numérique qu'aujourd'hui le gouvernement et l'ensemble des pouvoirs publics mettent en avant. Nous pouvons être des vrais acteurs dans cette transition et aider les clients très clairement dans cet aspect-là. C'est un élément indispensable pour les cabinets de constituer pour leurs clients ou de les aider à constituer un patrimoine de données qui est un actif immatériel qui a une réelle valeur. Les données ont des valeurs très fortes et on le sait bien. Tous les business models de la nouvelle économie, on ne les citera pas, mais vous les connaissez tous, Facebook, etc. Les uns et les autres travaillent sur la valeur de la donnée et on sait avec quel niveau de réussite et quel développement depuis des dernières années. Donc c'est un outil indispensable, notamment dans une question qui est intéressante, de transmission d'un actif professionnel et d'un bien professionnel. Alors pourtant, Philippe, il y a certains cabinets qui pensent que mettre les données du client dans un coffre-fort qui appartient au client, eh bien ils se disent, tout compte fait, ça c'est dangereux parce que mon client, il peut partir quand il veut. Bah, écoute Jean-Michel, je crois que de toute façon, dans la profession, on est tous conscients qu'un client peut partir quand il veut et que toutes les barrières ou tous les freins pour le retenir sont inutiles et en tout cas peu efficaces. On ne retient pas un client qui veut partir et en tout cas, je ne pense pas que ce soit la bonne approche tant commerciale qu'en termes d'efficacité que de vouloir contraindre un client à rester parce qu'on garde ses données et on lui en interdit l'accès. Donc je suis plus sur une logique qui est une logique d'ouverture et d'accompagnement pour que le client se réapproprie ses données et qu'on soit maître d'œuvre et un vrai fer de lance pour lui faire comprendre l'utilité de développer ce patrimoine numérique et qu'on soit à ses côtés dans l'accompagnement en tant que tiers de confiance et en tant que professionnel réglementé. Je crois qu'effectivement les clients ont déjà conscience qu'on est capable de pouvoir faire ce travail-là pour eux. Alors, revenons dans le concret. Nous étions sur l'étape 1, la distribution automatique des payes. Maintenant, une fois que ça s'est fait, passons sur l'étape 2, la livraison de toute la production, les livraisons de toute la production, toutes les productions du cabinet. J'entends par là la production comptable, la production juridique, etc. Donc, tout ça va se déverser sur le même coffre. Et ce que nous allons aussi proposer dans ce concept, c'est d'avoir un suivi, un traçage à travers un chrono en image fidèle de tout ce qui a été livré. Qu'est-ce qu'on a livré, quand et à qui. Et donc avec aussi une logique de décharge, ce qui permet au cabinet de pouvoir progressivement à chaque fois se décharger parce qu'il peut prouver qu'il l'a livré au client tel jour, telle heure. C'est un élément indispensable dans le dispositif. Aujourd'hui, nous prenons beaucoup de temps à réexpédier entre guillemets des documents, à renvoyer par mail des éléments à nos clients qui les ont déjà eu 2 fois ou 3 fois, pour ne pas dire plus, des bilans, des plaquettes, des liasses, des bulletins de salaire. C'est une perte de temps pour les équipes au sein du cabinet, une perte de temps également pour le client. On ne fait que contribuer à une désorganisation chez les clients et on ne l'aide pas à répondre à un besoin, une attente qui est de se structurer.
La clientèle des cabinets est constituée essentiellement de PME, TPE, qui ne sont pas suffisamment structurées en interne au niveau administratif, on le sait bien. Donc tout l'intérêt de ces livraisons qui sont sécurisées, horodatées, tracées, avec la décharge de responsabilité. Je disais très clairement à un collaborateur qu'avant, le client venait sur les jets de prendre possession d'un document qui lui appartenait via un lien, via un accès. Demain, l'objectif, c'est de pouvoir ranger directement dans son coffre-fort numérique les documents en question qui lui appartiennent, puisqu'il a payé des honoraires pour ça, et de contribuer à améliorer son organisation et au final, la valeur de son activité professionnelle par ce patrimoine numérique qu'on va constituer pour lui. Alors nous avons eu étape 1, distribution des payes, étape 2, la distribution de tous les autres documents. Maintenant, nous allons passer au dernier étage de la fusée, si je puis dire, la mise en place de l'ADN. Donc l'ADN, cette personne au cabinet, dont le rôle principal est de travailler sur ce que nous appelons ce patrimoine de données numériques. C'est un rôle indispensable aujourd'hui. Dans les cabinets, on le sait bien, les collaborateurs qui sont en charge des missions de tenue, il va falloir œuvrer pour qu'ils puissent évoluer favorablement au sein de ces cabinets sur des nouvelles missions conformes aux attentes des clients et surtout aux évolutions qu'on a évoquées précédemment. Donc c'est un rôle fondamental, il faut faire évoluer nos cabinets, nos collaborateurs et également entraîner les clients dans cette dynamique qui est de relation, d'accompagnement et que les équipes du cabinet ont toute possibilité pour pouvoir réellement être pertinentes auprès des clients. On a la confiance de nos clients, ils peuvent compter sur nous, ils le savent. Donc on a beaucoup d'éléments positifs qui nous permettent d'assurer cette transition et de faire que ce coffre-fort soit une plateforme collaborative d'échange plutôt que par mail, de façon à ce que les choses soient sécurisées, capitalisées et qu'on ait vraiment des informations qui soient pertinentes en direct et en lien avec le client, plutôt que d'avoir, comme aujourd'hui, des SMS, des post-it, des cahiers chez le client, etc. et des informations qui se perdent et qui ne constituent pas des bases de connaissances sur lesquelles on peut capitaliser, notamment pour amener des missions de conseil comme on a vu précédemment. Alors, durant cette étape 3, je reviens sur ma marotte, le commercial, parce que on le sait tous, il faut pouvoir vendre ces missions. La plus grande difficulté des cabinets aujourd'hui, c'est de dire comment je peux faire pour les vendre. Eh bien, l'assistant ou l'assistante de direction numérique, va être quelque chose qu'il va falloir vendre sur le confort. Vous avez des clients qui ne peuvent pas se payer un assistant à temps complet. Par contre, ils peuvent s'en payer 10% par exemple. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans des logiques d'assistant à temps partagé et cet assistant va permettre progressivement de constituer le patrimoine numérique du client, de l'entreprise cliente. Donc là, on est sur cette logique de confort, on amène du confort au client. Ensuite, dans un deuxième temps, on va aller vers une logique, celle du rapace, celle de faire gagner de l'argent à ce client. Parce qu'on va l'accompagner au plus près, on va ouvrir des dossiers avec lui et on va l'aider sur ces dossiers. Notamment, on va l'aider en ouvrant ces dossiers, par exemple, à d'autres professionnels, à des avocats, à d'autres personnes qui vont venir collaborer sur ces dossiers. Et donc là, l'objectif, c'est encore une fois de faire gagner le client. Alors, dans ce cadre-là, nous allons maintenant écouter Jean-Luc Serrand. Donc, Jean-Luc Serrand, c'est le directeur général de Brocéliande, de Cerfrance Brocéliande, pardon, un gros cabinet en Bretagne. Il nous l'a dit tout à l'heure, 700 collaborateurs, je crois, avec une cinquantaine de bureaux. Et écoutons ce que dit Jean-Luc Serrand. Qu'est-ce que représente ce nouveau concept à leur niveau? Cerfrance Brocéliande, c'est 13 000 adhérents clients et un peu plus de 700 collaborateurs. Il me paraît essentiel à ce jour, pour la conservation de leurs données, de toutes leurs informations, d'insister sur différents points. La première, c'est que ces données et ces informations soient hébergées en France. La deuxième, c'est qu'ils soient conformes au RGPD. Et en plus, on demande un niveau de sécurité maximum, un haut niveau de sécurité, comme une sécurité bancaire. Il est essentiel également que ces clients, ou ces salariés, puissent repartir avec leurs données, avec leurs informations s'ils nous quittent. Il ne faut pas oublier une chose, ce sont eux les vrais propriétaires des données. Le patrimoine numérique d'une entreprise, c'est une vraie valeur d'entreprise pour demain, à mettre à son actif. C'est un moyen de valoriser demain sa cession de son entreprise ou sa transmission. Ce métier
C'est un nouveau métier connexe à nos métiers d'activité comptable. Il est important de le maîtriser pour pouvoir accompagner au mieux nos clients. Alors, ce qui est très intéressant dans ce témoignage de Jean-Luc Serrand, c'est de voir l'importance qu'il donne au fait que ce soit le client qui soit propriétaire de ces données. Donc ça nous paraît fondamental. Et finalement, le cabinet doit être au service de son client pour constituer ce que nous appelons ce patrimoine de données numériques qui, encore une fois, est un actif essentiel du client. Parce que finalement, après sa santé, on peut dire que c'est son patrimoine numérique de données qui est le plus important, son actif le plus important. Et encore, je dirais même que dans le patrimoine de données, à l'avenir, on ne le fait pas encore, mais à l'avenir, il pourra même y avoir des données de santé. Donc, on voit qu'est-ce que ça peut être important, ce patrimoine. Donc, on va vous présenter maintenant d'autres opportunités, parce que là, on est au début de l'histoire avec ce patrimoine de données numériques. L'histoire commence avec ça, et nous souhaitons emmener le plus possible de cabinets comptables sur cette piste, parce que là, il y a des pistes énormes, fabuleuses, il y a toute une histoire à recréer. Donc, il y a plein d'opportunités. Alors, autour de la data, on peut construire plein de choses. Et je refais une image, on fait beaucoup d'images. On peut dire que le cabinet comptable est à l'entreprise ce que le médecin généraliste est au patient. C'est un conseil de premier niveau. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir guider son client, son patient, chez nous c'est un client, vers des spécialistes, parce que dans tel ou tel cas, on a besoin de quelqu'un qui a plus de compétences que nous. Tu as raison, Jean-Michel. On parle de clients, mais parfois les clients sont malades et ils peuvent devenir des patients. Et on sait bien qu'effectivement, on dit souvent que l'expert comptable est le médecin généraliste de l'entreprise. Bon, derrière ce cliché, il faut bien avoir conscience qu'on a une position privilégiée en termes de permanence d'intervention chez le client. On a ce rôle de confiance qui est bien reconnu par les clients et il faut le préserver. Et pour le préserver, il faut être encore une fois en relation et proximité avec les clients et donc au cœur de son activité et des données de son activité et également de ses données privées et personnelles. On le verra tout à l'heure. Cette position centrale, elle est indispensable pour le cabinet et il doit la maintenir et la préserver. C'est vraiment dans cette logique-là que tout ce qu'on construit aujourd'hui aura du sens dans les années à venir. Quand on est encore une fois au cœur des données, on est au cœur de l'histoire et au cœur de ce qui doit se construire et on a une place privilégiée et il ne faut pas, encore une fois, la laisser à d'autres. Et le cabinet a toutes les possibilités pour pouvoir être véritablement cet acteur qui va être auprès des clients pour constituer ce patrimoine de données et l'administrer, le gérer, être l'architecte et le maître d'œuvre qui va pouvoir activer des spécialistes pour répondre aux problématiques particulières du client et va être celui qui permet l'accès à ce patrimoine, en limite l'accès, réglemente en tout cas pour le compte du client et fait en sorte qu'on a une position en tant que cabinet qui est une position encore une fois centrale et décisive et donc une vraie valeur et donc s'il y a de la valeur, il y aura forcément des honoraires pour rétribuer cette valeur. Alors en fait, de position centrale, Philippe, tu me donnes envie de dire que finalement le cabinet comptable peut devenir le chef d'orchestre de tous les conseils de son client. C'est vraiment une position centrale. Soyez les chefs d'orchestre auprès de vos clients pour organiser tous les conseils qui viennent graviter autour. Donc ça, c'est une première opportunité et il y a déjà de quoi faire. Une deuxième opportunité, c'est finalement la transmission. On a parlé tout à l'heure de mettre des coffres-forts par personne juridique. Pourquoi un par personne juridique? Eh bien justement parce que ça va être la mécanique qui va permettre de transmettre. J'ai un problème de santé ou je viens à quitter ce monde, eh bien je vais pouvoir transmettre mes données à mes héritiers. Je veux céder ma boîte, eh bien je vais transmettre le coffre-fort de ma boîte à mon acquéreur. Alors, surtout sur cette partie-là, puisque c'est quand même l'entreprise qui a encore fait le gros de notre business. Qu'est-ce qui est la motivation première de l'acquéreur d'une entreprise? Eh bien, l'acquéreur d'une entreprise, il ne faut pas se faire d'illusions, ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'être rassuré sur ce qu'il achète. Et pour le rassurer sur ce qu'il achète, le patrimoine de données numériques de l'entreprise, de plus si on le tient depuis 3, 4, 5 ans, eh bien c'est un outil, je vais dire, pratiquement magique. Parce que là, le chef d'entreprise acquéreur, il va trouver l'intégralité de l'histoire de l'entreprise et il va pouvoir faire vraiment une passation de tout le business de l'entreprise et il va pouvoir la reprendre très facilement.
Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on a des partenaires aujourd'hui, dans certains grands cabinets, qui nous disent que finalement, un patrimoine de données numériques, ça peut permettre de céder une entreprise avec un boni de 20 à 30%, voire peut-être plus, par rapport au prix qu'on aurait pu en escompter. Donc que le cabinet participe à ce boni, c'est quelque chose de fantastique. Quand je parlais du côté rapace, on y est en plein dedans, et c'est dans cette logique que nous pouvons œuvrer aujourd'hui. Tu as raison, Jean-Michel. On sait bien que l'actif d'une entreprise, c'est non seulement ses ressources humaines, ses salariés, également ses contrats auprès des clients, auprès des fournisseurs, tous les engagements de divers ordres, qu'ils soient financiers, bancaires et autres, je ne sais. Donc tout ça, lorsque c'est capitalisé dans un coffre centralisé, administré, géré, il y a une réelle plus-value lors d'une cession et d'une transmission d'entreprise auprès d'un acquéreur potentiel, puisqu'il a tout à disposition et il est totalement rassuré sur effectivement ce qu'il achète et le contenu de la structure. Et puis aussi, il y a un autre élément auquel je pense, c'est qu'une fois que notre chef d'entreprise a vendu son entreprise, on accède à une sphère privée. L'objectif aujourd'hui est de le garder client du cabinet. La plupart du temps, un entrepreneur cède son entreprise, il quitte le cabinet et on le perd. Avec la sphère privée, on peut aussi administrer ses données, sa reconversion post-cession, ce qu'il veut faire de l'argent qu'il a eu du prix de cession de sa boîte. Et tout ça, il va peut-être le réinvestir, il va peut-être faire de la gestion de patrimoine, il va peut-être avoir besoin encore de conseils, d'accompagnement. Et via la sphère privée, on a aussi des sources de missions et d'intervention auprès des personnes physiques, et donc de poursuivre cette relation. Et puis, je dirais, il y a quelque chose qui tient à cœur, c'est que notre chef d'entreprise qui a vendu, généralement, comme tout le monde, il vieillit. Et quand on vieillit avec l'âge, on peut avoir quelques problématiques qui sont aussi intéressantes dans le cadre d'une transmission d'un certain nombre d'éléments. Oui, donc merci Philippe. Effectivement, une note de mes maraudes, c'est ce fameux mandat de protection future. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue légal, mais il faut dire que cette disposition qu'a mis en place la loi, elle est très très peu utilisée. D'ailleurs, il ne faut pas attendre d'être vieux pour l'utiliser. Un chef d'entreprise qui est seul à avoir la signature dans sa boîte, ça peut être aussi très intéressant de pouvoir mettre des mandats dans ce cas-là, au passage. Pourquoi ce mandat n'est pas très utilisé? En fait, les notaires, je crois savoir qu'ils font en tout et pour tout 450 € d'honoraires pour des frais d'acte de mandat de protection future. C'est très peu par rapport à tout le temps d'explication qu'il y a autour. En plus, lorsqu'on a mis ça en place, eh bien, comment on le met en place? Comment le mandat fait pour protéger la personne? À partir de quoi? À partir de quelles données? Eh bien, c'est là où on va trouver toute la légitimité du patrimoine de données numériques, parce que c'est là-dedans qu'il va trouver l'intégralité des informations ou l'essentiel des informations pour exercer son mandat de protection sur la personne. Donc, nous le voyons, plein de pistes, on en a cité quelques-unes, il y en a encore énormément, on pourrait vous en parler pendant très longtemps. Je pense qu'à cette heure-ci, il est peut-être temps de mettre une conclusion à cet atelier. Et pour ce, j'ai une question à poser à chacun de nos auditeurs qui sont là. Tous les jours, pour réfléchir, pour agir, pour préserver vos intérêts, pour préserver les intérêts de vos clients, vous avez besoin de données. Quelle que soit la situation, vous avez été victime d'un litige X, Y, Z, l'assureur va vous demander une quantité de données. Eh bien, comment protège-t-on ces données? Aujourd'hui, force est de constater que ces données, on ne peut que très imparfaitement les protéger. Assurer un patrimoine de données, aujourd'hui, c'est très difficile et compliqué parce que la valeur de ces données peut être incommensurable. Donc on peut bien sûr s'assurer pour des reconstitutions d'archives, on sait bien dans nos cabinets, des fichiers d'exploitation, des sujets de serveurs informatiques qui remettent les données ou les documents en place, mais au final, prenons par exemple la gestion des mots de passe. Que vaut aujourd'hui une donnée qui est un mot de passe qui donne accès à des comptes bancaires, à des contrats d'assurance, à un ensemble d'éléments qui peuvent avoir une valeur démultipliée par rapport à la valeur de la donnée qui est effectivement un code, un identifiant, un mot de passe. On le voit bien, aujourd'hui, énormément de contrats d'assurance vie tombent en déchéance parce qu'on n'a pas toutes les informations pour aller récupérer ces éléments-là et ça tombe dans l'oubli. Donc on voit bien que ces données-là ont une vraie valeur et que pour les assurer, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'être véritablement un entrepreneur responsable pour pouvoir assurer la protection de ces données, leur pérennité,
leur transmission dans un cadre sécurisé et derrière pouvoir évidemment en cultiver toute la valeur ajoutée. Donc en conclusion de cet atelier, je dirais à tous ceux qui nous écoutent, chers confrères et consoeurs, que c'est à la profession comptable de s'approprier aujourd'hui cette mission dans le cadre de sa relation privilégiée avec les clients, dans le cadre de l'accompagnement à la transition numérique. Un des précédents congrès de l'ordre était l'expert comptable au cœur des flux. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'expert comptable, il doit être au cœur des flux et au cœur des données de ses clients, puisque c'est une position centrale et privilégiée qui va lui permettre de continuer à intervenir, de continuer à conforter sa position de tiers de confiance en s'appuyant sur son éthique, sur sa déontologie, qui sont des vraies forces par rapport à d'autres acteurs consultants, qui font des éléments de reconnaissance de nos clients, et que c'est un vrai devoir pour la profession, à mon sens, de s'engager dans cette voie-là. Et on espère que cet atelier vous aura permis d'y voir un peu plus clair et de vous-même vous positionner sur ce vaste champ de bataille qui est la gestion, l'administration des données de nos clients et la constitution de patrimoine numérique qui puisse être indépendant et pour que les clients restent maîtres d'œuvre très clairement de leur avenir, puisque ça passe par la maîtrise des données. Alors, nous allons aborder quelques questions qui arrivent en fin de cet atelier. J'en vois une là pour toi, Philippe, je te la pose. Quelle proportion de clients de ton cabinet as-tu inclus dans ce nouveau concept ? Alors c'est une bonne question. Alors la proportion, l'objectif très clairement aujourd'hui, c'est que ça devienne le mode de fonctionnement standard du cabinet. Donc aujourd'hui, la décision a été prise avec mon associé de systématiser très prochainement, c'est-à-dire à échéance quelques semaines, l'ensemble des livraisons et réceptions et transmissions de documents, que ce soit les bulletins de paye, que ce soit les projets de comptes annuels, les liasses, etc. Et donc, à terme, l'idée, c'est que 100% de la clientèle du cabinet bénéficie de ces coffres forts qu'on mettra à leur disposition et on les entraînera dans cette logique-là et on va faire un travail de pédagogie et d'explication, mais ça participera des prestations, je dirais, naturelles du cabinet par rapport aux enjeux qui sont sous-jacents. Alors, je vois aussi une autre question. Que faites-vous du personnel de tenue ? Alors là, je pense que nous allons répondre tous les deux. Pour ma part, je pense, et j'en ai déjà débattu avec pas mal de confrères, le personnel de tenue, il a deux types d'avenir. Soit il reste ancré sur la tenue, et à ce moment-là, il faut qu'il monte dans sa technicité et qu'il soit quelqu'un qui est capable de mettre en œuvre des outils de production et de chaîner des flux entre les différents outils. Ça, c'est l'optique numéro 1. Et l'optique numéro 2, c'est bien évidemment celle de se tourner vers le client pour ceux qui veulent bien le faire. Et là, nous sommes en train d'échafauder des plans de mutation. Là, on est en train de parler d'humain. On est en train de parler de choses qui doivent se faire sur du temps long. C'est des choses qui doivent se faire facilement sur 18 mois, sur 24 mois, pour transformer quelqu'un d'un poste de personnel de tenue à un poste d'accompagnateur du client. Et encore, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, il est important, du point de vue de la gestion des ressources humaines, de bien présenter les choses entre ces deux avenirs qui nous paraissent aujourd'hui le destin de ce type de personnel. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a un vrai enjeu dans les cabinets de reconversion ou de formation continue et de transformation, comme tu l'as dit, des collaborateurs de tenue comptable en autre chose. On sait bien que leur avenir n'est pas garanti par leur travail actuel et que l'environnement technologique et l'avenir sur ce sujet-là est relativement clair. Il va falloir évoluer sur autre chose. Et l'administration de données numériques, la transformation sur de la relation client, de l'accompagnement me semble indispensable. Un des éléments aussi intéressants pour la profession, c'est que ça permet, à mon sens aussi, pour les personnes qu'on ne pourrait pas amener avec nous dans cette logique de transformation, eh bien de recruter un peu différemment. Des gens qui n'ont pas forcément un profil comptable, mais qui ont la capacité à pouvoir intégrer un cabinet, à assumer ces nouvelles missions, à apporter une diversité au sein des cabinets et à aider à la transformation des cabinets par leur intégration, par leurs compétences différentes et par leur profil et leurs qualités qui sont différentes, encore une fois, de celles de collaborateurs comptables, entre guillemets, traditionnels de tenue qu'on a aujourd'hui dans nos cabinets. C'est un élément, je pense, assez important aussi à souligner. Alors, il y a une autre question.
Comment obligeriez-vous les clients réticents d'utiliser les coffres forts électroniques, souvent les clients désordonnés qui veulent des informations? Eh bien, on va revenir sur ce rôle de l'ADN. Le rôle de l'ADN, c'est quelqu'un qui doit finalement, comme disait Frédéric Pluquet-Rodriguez tout à l'heure chez Philippe, c'est quelqu'un qui doit se faire accepter progressivement par le client. Et en se faisant accepter, il doit s'adapter au client en fonction de ce que le client veut faire. Et donc les clients qui sont réticents, il faut les amener, je vais dire, par la douceur. Il faut les prendre par la main et les faire venir tout doucement. N'oublions pas que chaque client a un fond rapace. Il est toujours utile de lui dire « on est en train de préparer votre avenir, on est en train de préparer le jour où vous allez céder votre entreprise ». Donc le travail que je fais aujourd'hui, bien vous en retrouverez le bénéfice dans quelques années. Croyez-moi, je suis votre cabinet comptable, je suis une personne de confiance, je vous emmène là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous demander un effort qui est extrêmement limité et petit à petit, mon boulot, c'est de vous faire monter dans cette connaissance de votre patrimoine numérique sans que cela vous pèse. C'est ça la logique, on amène du confort et on fait miroiter ce côté rapace. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je prendrai un parallèle qui est assez simple aujourd'hui dans la profession, la mise en place des scans, des DMAT box, tout ce sujet-là. Au cabinet, on appelait ça une Boulu box, hein, évidemment. Donc, deux optiques. Tout le monde disait, oui, mais les clients vont faire notre travail, ils ne vont pas vouloir payer la location ou l'acquisition de ce type de scan, ils vont revoir les honoraires à la baisse. Moi, je l'ai mis en place comme beaucoup de cabinets et objectivement, aujourd'hui, on a très peu de remise en cause de nos honoraires et les clients sont satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de leur expliquer à quoi ça servait, on est allé faire de la pédagogie, on est allé les voir, on leur a montré comment ça fonctionnait, ils ont gagné du temps, ils ont réglé des problèmes d'embouteillage, ils ont gagné en carburant, ils ont gagné en confort et à partir du moment où c'est gagnant, ils ont adopté. Et donc je pense que c'est la même chose pour les coffres forts, c'est cette même logique d'accompagnement, de pédagogie et de gagnant-gagnant. Alors, une autre question qui arrive, comment facturez-vous la mise à disposition d'un coffre-fort électronique à vos clients? Alors là, je dirais attention. Vous n'êtes pas, le cabinet comptable n'est pas un revendeur de coffre-fort. De la même façon que vous ne facturez pas votre logiciel comptable, de la même façon que vous ne facturez pas votre logiciel de paye, vous facturez une prestation globale. Et dans cette prestation globale est introduit le coût du coffre-fort. Le coffre-fort, c'est la casserole qui va vous permettre de faire votre prestation. Rien de plus. Le client, il va être intéressé sur ce coffre-fort et son prix si effectivement un jour il veut vous quitter, mais le dispositif que nous avons mis au point lui permet en permanence d'avoir le prix de ce coffre le jour où il veut le reprendre en autonome. Et il faut bien préciser une chose, c'est que ce prix est un prix du coffre-fort nu qui ne comprend pas la prestation effectuée dessus, qui est une autre prestation, parce que ce confort, comme je disais tout à l'heure, il faut le vendre et on le vend en heures. Tout à fait, Jean-Michel. Au niveau du cabinet, le choix a été fait de ne pas facturer les clients sur ce coffre-fort. Ça fait partie d'une prestation globale, ça fait partie d'un accompagnement. En revanche, tout l'enjeu est d'avoir une mission d'accompagnement qu'on va pouvoir vendre et valoriser avec un haut niveau de confort et de valeur ajoutée. Et là, effectivement, on a des leviers en termes d'honoraires et de développement d'activités et de missions pour le cabinet. C'est essentiel de bien comprendre ça. Le coffre n'est qu'un outil au service d'une stratégie et au service de nouvelles missions d'accompagnement très étroitement en lien avec les besoins et attentes du client et au cœur de ces données. Eh bien, nous arrivons au terme de cet atelier. Il va nous incomber maintenant de vous remercier de votre écoute. Merci à tous. Pour poursuivre l'échange, vous avez nos coordonnées sur le site, congrès@geremesaffaires.com, notre numéro de téléphone. N'hésitez pas, nous serons ravis de parler avec vous, de discuter, de poursuivre la conversation avec vous. Et de même, si Philippe peut être un interlocuteur intéressant pour vous, il se propose effectivement de vous répondre également. À votre disposition. En tout cas, passez un excellent congrès numérique, un excellent congrès à toutes et à tous, et très bonne suite. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.